Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de notre corps, de notre cœur, de notre cerveau, qui est finalement la clé de notre équilibre quand on est un manager, un décideur ou tout simplement un collaborateur. On en parle avec Laetitia Olivier, elle est notre invitée, fondatrice de Bigood et auteure de J'ai rendez-vous avec moi chez Vuibert. Plein de conseils pratiques pour vous sentir bien et peut-être plus performant. La pause café et l'amour au travail, c'est un lieu propice aux rencontres, parfois longues ou très courtes. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Caroline Ricros nous dit tout dans la pause café. Le cercle RH, candidat recruteur, le rapport de force s'est-il inversé? Et si les candidats avaient pris le pouvoir? On va en parler avec mes invités dans quelques instants. Et dans Fenêtre sur l'emploi, l'importance du langage non verbal, il est essentiel dans l'évolution de sa carrière. On en parlera avec Cyril Lovejoy, il est coach en évolution de carrière et analyste comportemental. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et pour être bien dans son job, il faut souvent être bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur aussi au sens physique du terme. On va en parler et on en parle tout de suite d'ailleurs avec Laetitia Olivier. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondatrice de Bigood.care. Ça veut tout dire, être bien, prendre soin de soi, qui est une start-up, hein, c'est votre entreprise. C'est tout frais. C'est tout jeune, c'est tout frais. Et vous êtes auteur de J'ai rendez-vous avec moi, édition Vuibert. Et puis, il y a un sondage qu'on va commenter, parce qu'effectivement, quand on le lit, on se dit, mais je me situe où dans ce sondage? D'abord, un petit mot sur vous, c'est intéressant, parce que Bigood.care, c'est votre bébé, c'est votre start-up, c'est une plateforme. Mais auparavant, vous avez eu une carrière de business femme. Vous avez été très occupée, très débordée. Et vous aussi, j'imagine que vous avez été gagné quoi par on n'est pas bien, on mange mal, on dort mal. À peu près ça, oui. C'est ça. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans des grands groupes, des super groupes, où j'avais des responsabilités assez importantes, membre du COMEX, etc. 4 enfants à la maison, un mari, voilà, des activités. Et au bout d'un moment, je dis mais comment je fais pour ne pas m'oublier et prendre soin de moi? Puisque comme on nous demande d'être au top de notre performance tout le temps, à un moment donné, il faut entretenir tout ça et préserver tout ça. Juste, et on va parler de votre livre et de ce sondage qui donne un peu froid dans le dos, parce que finalement, quand on lit le... Il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a des bonnes nouvelles, mais au début, quand même, près de 90% des gens, finalement, ne sont pas dans les clous, quoi. Soit ils dorment mal, soit ils mangent mal, soit ils sont stressés. On n'y échappe pas, finalement, quand on est dans l'entreprise. On est tous enclins à subir des stress, à ne pas être bien. Oui, parce que ça, c'est la vie. Mais il faut en prendre conscience, et puis il faut apprendre des petits trucs et des astuces, et se donner le temps de prendre soin de soi. Et ça, c'est ça qui est souvent oublié par tout le monde, en fait. Alors, dans votre livre, c'est un livre extrêmement pratique. J'ai rendez-vous avec moi chez Vuibert, on va voir la couverture. C'est un livre extrêmement ludique, avec évidemment votre écriture, mais aussi des conseils pratiques de nutritionniste. Ça démarre par respirer. Ça démarre par des postures, vous dites c'est essentiel, il faut bien savoir respirer. Si on respire mal, ça reste bloqué là et après on est complètement coincé. La respiration c'est quand même vital et c'est malheureusement le truc qu'on fait sans y penser, enfin, j'ai envie de dire plutôt heureusement. Heureusement, oui. Mais quand on en prend conscience, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, ça fait partie des petits conseils essentiels. Alors l'alimentation et l'alcool, un mot parce que ça c'est un cliché, mais c'est pas qu'un cliché parce que vous le dites aussi dans le sondage qui vient faire écho à votre livre, les cadres. Souvent le soir quand ils rentrent, sont un peu stressés, ils ont bu un peu de vin le midi, puis le soir ils prennent une bière, pour ne pas dire un whisky, ça c'est pas très bon quand même. C'est pas très bon, après moi je suis pas dogmatique, j'aime bien aussi le bon vin, ça fait partie, il y a des conseils. Régime méditerranéen, voilà, il est dans votre livre. Le vin est très bon aussi. Après c'est les abus, c'est les addictions, c'est l'excès, parce que voilà on a besoin de réconfort, mais il faut déjà être conscient des signes qui nous alertent et qui nous disent bon bah là à force de mal dormir, d'avoir un peu mal ici, de faire de la compensation émotionnelle avec des pulsions alimentaires sur le chocolat, moi c'est le chocolat, le vin ou la bière, bon bah voilà, notre corps il est là aussi pour nous tirer la sonnette d'alarme. Et puis on va revenir évidemment sur votre plateforme Bigood.care parce que vous prenez vraiment en main, c'est au sens presque physique du terme, tout à fait. Le décideur, le cadre, enfin celui qui a accepté de jouer le jeu. Mais il y a des petits conseils avec une main, je trouve ça assez génial, c'est un dessin d'une main et ça donne en fonction de la taille de sa main, la proportion de beurre que l'on doit manger, de viande, de légumes. Et j'ai trouvé ça extrêmement pratique.
l'alimentation joue un rôle important dans la performance. Aujourd'hui, on sait que ce que j'appelle moi les 3C, corps, cœur, cerveau, sont complètement liés. C'est-à-dire quand on mange mal, on va mal alimenter les neurones, on va mal digérer, on va mal dormir. Donc c'est quand même ça qui nous donne de l'essence pour l'ensemble de la journée. Donc si on mange trop, on va mettre 30% de notre énergie à digérer quand même, donc c'est important. Et oui, la main, c'est juste une petite technique pour visualiser, ne serait-ce que de se rappeler qu'il faut 50% de légumes dans son assiette. Et de graines, parce que dans les régimes que vous proposez, c'est pas vous, mais la nutritionniste, il faut quand même pas mal de graines, réduire un peu sa viande rouge, mais par contre, il y a bien marqué verre de vin, je le dis pour ceux qui aimeraient bien. Le chocolat. Et le chocolat. Très concrètement, vos clients, puisque maintenant on parle de vos clients, quand ils acceptent de jouer le jeu, vous leur faites un diagnostic, j'imagine d'abord, il faut quand même noter un peu tout ce qu'ils font. On a un questionnaire qui fait 88 questions, donc c'est assez complet. On fait un état des lieux des 3C, mais aussi des contraintes de vie, parce que c'est une réalité, des motivations. Et à partir de là, vous avez un petit spider, donc vous avez un radar en 10 branches, 3 branches par C, plus une générique, qui vous permet de visualiser très vite où vous vous situez en termes de gestion de ses émotions, du sommeil, de l'alimentation, etc. Et à partir de là, nous, on va vous proposer un programme complet pendant 3 mois avec des conférences, des ateliers, des cours, etc. Il faut évidemment faire un peu de place dans son agenda. C'est pour ça qu'il faut prendre rendez-vous avec soi. Donc il faut le vouloir. Il faut le vouloir, mais c'est la stratégie des petits pas. Et nous, l'idée, c'est d'instaurer des petits rituels et surtout de ne pas être seul. C'est-à-dire que vous êtes avec d'autres managers, d'autres entreprises, donc il y a une dynamique collective. Et vous avez ce qu'on a appelé un good angel, qui est vraiment votre coach, qui peut être un nutritionniste, qui peut être un naturopathe, un psy ou un exécutif coach, et qui toutes les semaines vous appelle et vous dit, bon, dis donc, j'ai vu que tu avais séché tous les cours de pilates, de yoga, ou que tu n'avais pas fait la méditation. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a une écoute active, mais pour essayer d'aller dans cette dynamique d'amélioration. Parmi tous les clients qui vous suivent et que vous suivez avec vos équipes, c'est quoi les principales difficultés que vous soulevez à travers les 88 questions? C'est l'alcool, l'alimentation, le manque de sommeil, le stress? C'est le stress. D'accord. C'est vraiment la gestion de ses émotions, le sommeil, qui vient en général en deuxième point. C'est intimement lié. L'alimentation, c'est plus, on va dire, c'est parfois une conséquence aussi, ce que je disais, les pulsions alimentaires. Mais oui, on a à peu près la moitié des gens qui sont quand même en excès, en surpoids. Donc c'est essentiellement la gestion du stress. Et de pas en obésité, mais en surpoids. En surpoids, pas en obésité. Entre les deux. Oui, voilà. D'accord. On est un peu au-dessus de l'IMC classique. Et ça a des conséquences sur tout, en général, quand même, parce qu'on ne se sent pas forcément bien dans sa peau. Et j'ai à peu près 70% des clients qui se remettent au sport. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Avec notre pratique. Parce qu'en fait, ça enclenche des choses, des changements de pratique. Voilà. On se dit, tiens, au lieu de rentrer le soir et de me prendre un verre de rouge, tiens, je vais faire autre chose. Oui, ou grâce au télétravail, au lieu de me faire 3 quarts d'heure de transport et dans les bouchons, je vais aller courir. Je vais pas aller courir, je vais peut-être juste faire quelques exercices, me remettre en mouvement. Donc en fait, l'idée, c'est de se remettre en mouvement, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc on prend conscience, on expérimente. Voilà, et on n'est pas tout seul dans l'expérimentation. Et après, on ancre des nouvelles habitudes. Et on a 8 personnes sur 10 qui nous disent qu'il y a un vrai avant-après. On sent, voilà. Et pour ça, il faut quand même 3 mois. On ne le fait pas en une semaine de spa. Et puis ça évite, il faut quand même le dire, la France est un pays très consommateur d'antidépresseurs, de médicaments, de psychotropes. C'est un peu de sport et en général, ça permet de faire... Et votre formule aussi, qui permet de retrouver un équilibre de vie. J'avais presque envie de dire, vous devriez être remboursé par la Sécu, parce que c'est un grand débat. Oui. Bah oui, bien. Mais c'est vrai. Prescrire Bigoud.care, parce que c'est vrai que le débat de la prévention, le travail préventif pour éviter la maladie cardiovasculaire, parce que c'est de ça dont il est question. Vous êtes en égo avec la Sécu? Pas encore. Non, vous ne négociez pas avec la Sécu. Mais en tout cas, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est vrai qu'on est dans le care soit de prévention, parce qu'on apprend à repérer ce qui va pas, et finalement à développer des éléments pour une performance plus sereine. Soit on est dans le care de reconnaissance aussi. L'entreprise a envie d'offrir ça à ses managers pour les saluer, et c'est pas plus bête qu'une voiture de fonction. Ou vraiment dans le care d'accompagnement pour des gens qui vont pas bien, et voilà, essayer de les accompagner dans ces périodes difficiles. Donc on peut être en pleine forme et avoir envie d'explorer d'autres choses. J'aime bien le Be-Smart, parce que Be-Good, c'est aussi Be-Smart au sens être un peu plus, avoir une acuité intellectuelle plus éveillée, mais aussi plus de sérénité émotionnelle et physique. En revanche, Laetitia, vous qui avez connu des périodes professionnelles très intenses, très stressantes, est-ce que vous allez même jusqu'à vos coachs, et peut-être vous-même d'ailleurs, expliquer à vos clientes, à vos clients, lève un peu le pied. Tu es à 65 heures par semaine, franchement, tu te crames, tu ne vas pas tenir.
On essaye. Alors, on a même eu des clients qui, en cours de programme, nous ont dit écoute, là, j'y arrive pas. Pendant un mois, je me mets entre parenthèses parce que j'ai 2 boulots en même temps. Et donc on décale. Voilà, nous, on n'a pas envie de rajouter de la charge mentale à celle qu'ils nous ont déjà, évidemment. Et de la culpabilité de ne pas pouvoir le faire. Exactement. Donc ça ressort aussi. Donc voilà, on dit mais tu fais un truc dans la semaine, c'est déjà très bien. C'est vraiment l'encouragement et essayer de les accompagner. Et vous, Laetitia, parce que vous avez commencé l'histoire et on a commencé notre échange, vous nous avez dit, en fait, je l'ai fait un peu pour moi au départ, parce que j'étais arrivé au bout du rouleau. Complètement. Vous aviez perdu le sommeil, vous étiez stressé, votre vie se dégradait. Comment vous êtes aujourd'hui, maintenant que vous êtes à la tête d'une start-up? Je retrouve un bon niveau de stress quand même, parce que je vais chercher les clients, parce que voilà, j'ai une équipe à gérer, parce qu'en plus j'ai une autre start-up à côté, donc ça fait quand même pas mal de choses. Vous aimez bien quand même le stress? Oui, mais bon, alors l'avantage c'est que je travaille de la maison, donc du coup, voilà, je fais du sport tous les matins, je profite de Bigoud, parce que je suis avec mes clients sur les séances de méditation, de respiration, j'anime des conférences. Donc en fait, voilà, je suis servie par mon propre business. Et non, j'ai quand même appris à avoir des nouveaux réflexes, voilà, des nouveaux rituels qui sont maintenant ancrés. On dit toujours qu'on ancre des nouvelles habitudes sur des habitudes qui sont déjà là, comme par exemple se brosser les dents. Bon, bah voilà, moi je me lève le matin, je me pose 5 minutes, je fais 10 minutes de méditation, je fais après 10 minutes de sport. Et la journée est partie. Attention Laetitia, et un petit déj, parce que dans votre sondage, j'ai vu qu'un Français sur 4 prenait pas de petit déj, je crois que c'est le chiffre. C'est terrible, petit déj et salé. Un petit déj avec des œufs, avec de l'avocat, pas le pain beurre confiture. C'est pas pour vous. Mais non, parce que ça fait un pic de sucre et du coup à 11h on a faim et voilà. Donc c'est un excellent conseil. Vous nous conseillez plutôt de partir sur un petit déj hybridé salé. Du pain complet avec on se fait plaisir avec des œufs, du jambon, du saumon. Enfin, voilà, un casse-croûte, un petit casse-croûte, pas trop gras quand même. Non. Pas trop de charcuterie. Non, pas trop. Mais bon, moi j'en mange un petit peu quand même le matin, mais c'est quand même mieux que le croissant Nutella. Ouais, on brûle ensuite ses calories tout au long de la journée. Merci Laetitia. Olivier de nous avoir rendu visite, fondatrice de Bigoud.care. C'est le bien-être. Allez donc jeter un œil sur la plateforme. Et auteur de J'ai rendez-vous avec moi, édition Vuibert. Lisez ce livre parce qu'il est plein de conseils pratiques, de bon sens. J'ai retenu la main et je vais respecter mes volumes de beurre. Ça, c'est très important parce que le beurre, c'est pas bon pour le cœur. Il y a plein d'interviews sympas de chefs d'entreprise, d'experts. Exact. Et des témoins qui témoignent de leur expérience. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. La pause café, c'est tout de suite. Évidemment, c'est un moment de plaisir aussi, la pause café dans une entreprise. On en parle tout de suite avec Caroline Ricross. La pause café, et à la pause café, parfois on parle de ce sujet, de l'amour, des rencontres que l'on peut faire, dès l'amour au travail. Je l'ai mis un peu sous le sens espagnol. Caroline Ricross, merci d'être avec nous. Vous avez choisi ce sujet, alors il n'est pas tabou, parce que c'est vrai qu'on en parle assez librement, la pause café, et vous nous en parlez évidemment à l'occasion de cette Saint-Valentin dont on va beaucoup qui parler. Arrive dans quelques jours. Hein. Alors certains, ils font la rencontre d'une vie, d'autres ont des relations plus ou moins longues. Quoi qu'il en soit, le travail, Arnaud, reste quand même un lieu propice aux rencontres amoureuses, même si bien sûr la Covid est passée par là. Alors dans quelques jours, nous célébrons la Saint-Valentin, le 14 février, l'occasion de faire le point sur nos histoires d'amour au travail, de nos droits, mais également de nos devoirs. Alors, les chiffres sont intéressants, c'est un Français sur deux, légèrement plus, un Français sur deux a déjà fait ou a fait une rencontre au travail. Preuve que l'amour au travail occupe une place importante dans les entreprises. Selon un sondage de l'agence d'intérim en ligne CAPA, qui a été réalisé en 2021, 51% des Français déclarent avoir déjà eu une relation amoureuse dans le cadre professionnel. Les hommes sont un petit peu plus concernés que les femmes. 59% d'entre eux ont déjà eu une histoire contre 43% des femmes. L'enquête, par contre, ne s'exprime pas sur la longueur de ces relations amoureuses au travail. Et oui, la longueur, évidemment. Ces histoires d'amour sont fréquentes au travail, mais avec qui ? Eh bien, sans grande surprise, les histoires d'amour sont le plus fréquentes entre collègues. C'est en effet ce que déclarent 42% des personnes interrogées. Les prestataires et partenaires obtiennent également une bonne place avec 33% de représentativité, loin devant les clients ou clientes qui représentent quand même 24%. Ouais, c'est intéressant ça. Et puis, selon un autre sondage, un sondage Bird Office, une personne sur 10 a quand même déjà flirté avec son patron, Arnaud, ou sa patronne. Ou sa patronne, oui, c'est ça. Vous êtes souriante aujourd'hui. Hein. Oui, on parle d'amour. On parle d'amour, on parle de flirt aussi avec son patron. Contrairement aux idées reçues, Caroline, quand même, c'est pas forcément, alors que c'est le titre de la rubrique, c'est pas la machine à café que l'on fait des rencontres amoureuses au travail. Eh bien non. Pour 44% des personnes interrogées, c'est les after-work et séminaires qui sont le plus propices aux rencontres amoureuses. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, les after-work et les séminaires, il y en a eu un peu moins, mais là, ça repart. Ça revient. Ça revient. Bah oui, c'est ouvert. Les réunions tardives sont également l'occasion de se rapprocher pour 37% des personnes interrogées, ou encore les projets communs pour 18%. Alors, il y a quand même la question du télétravail.
est-ce qu'on peut considérer que c'est un tue-l'amour, le télétravail? Parce que la relation par visio, c'est compliqué. Eh bien oui, pour plus de 6 femmes sur 10, 61% estiment qu'il n'est plus possible de trouver l'amour au travail en 2021, justement parce qu'on a de plus en plus de télétravail. Et si les hommes semblent plus optimistes, ils ne sont que 52% à avoir encore l'espoir de trouver l'âme sœur sur leur lieu de travail. Un point positif quand même de ce télétravail, c'est en termes de fidélité. Près des 3/4 des sondés, 73%, considèrent que le télétravail réduit considérablement les relations extra-conjugales. Forcément, on ne voit plus ses collègues. Et oui, les droits des amoureux au travail, parce que ça, c'est un vrai débat de RH, les couples qui se forment sur un lieu de travail. Et oui, contrairement aux États-Unis, aucune juridiction française n'interdit les relations amoureuses au bureau. Le Code civil protège la vie privée de chacun. Son article 9 évoque le droit au respect de la vie privée, qu'il s'agisse de la vie en entreprise en tant que salarié ou employeur, ou de la vie hors temps de travail. Ce droit interdit donc à l'employeur ou toute autre personne de s'immiscer dans la vie privée des autres et interdire une relation au sein de l'entreprise. Il y a également les lois Auroux de 1982 qui ont ajouté que la vie de couple ne relève pas de l'entreprise. Donc même dans un contexte professionnel, rien ne vous empêche d'avoir une relation de couple avec un ou une collègue, de vivre, de vous unir avec lui ou avec elle pour la vie. Idem avec un ou une manager. Et rien ne vous oblige non plus à révéler cette relation. Elle peut très bien rester secrète si vous le souhaitez. L'existence en tout cas d'une relation de couple entre collègues ne peut donc pas être un motif de licenciement et ça c'est important. Donc il n'est pas interdit d'avoir une relation de couple au travail, ça c'est dit, mais tout n'est pas permis. Eh bien, les lois Auroux précisent que l'on doit faire preuve de réserve et de décence afin de préserver l'équilibre de la vie en entreprise. Le comportement du couple ne doit pas causer un trouble manifeste à l'entreprise ou occasionner une insuffisance professionnelle. Alors, en d'autres termes, en fait, tout est une question de discrétion et de savoir-vivre. L'idée, c'est qu'on oublie un peu les bisous enflammés pendant les réunions professionnelles, par exemple. Ouais, c'est quand même mieux, c'est plus simple. C'est plus Alors, qu'est-ce que risquent réellement les salariés si jamais leur relation de couple au travail pouvait causer un trouble à l'entreprise? On peut s'engueuler en fait. Alors si c'est le cas, la sanction devra être proportionnelle au préjudice causé, tel que l'indique le texte de l'article 1121-1 du Code du travail. La mesure prise à l'encontre des personnes à l'origine de la relation amoureuse au travail doit être adaptée aux dommages causés à l'entreprise. Alors cela peut quand même aboutir à un licenciement. Dans ces cas, l'employeur doit démontrer que la relation amoureuse crée un trouble caractérisé dans l'entreprise. Par exemple, Arnaud, les salariés n'arrêtent pas de s'envoyer des textos pendant le travail. Ça, c'est quand même c'est assez gênant. Ou encore, le couple va jusqu'à se battre sur son lieu de travail. Là, encore une fois, ce n'est pas professionnel. Non, c'est clairement pas professionnel. ça, je vous confirme. On termine cette chronique, on va quitter la France et on part au Japon. Oui. Parce que là, des entreprises aident les salariés à trouver l'amour. Parce que les gens travaillent tellement qu'ils sont seuls. Et c'est incroyable. Entre les confinements, les fermetures des restaurants et autres endroits de loisirs, ou encore le télétravail, la pandémie forcément ne facilite pas les nouvelles rencontres pour les célibataires. Plusieurs patrons japonais ont donc décidé d'aider leurs salariés avec en tête une idée assez simple. Une vie sentimentale épanouie favorise l'efficacité et la productivité au travail. Pour aider leurs employés à trouver l'amour, début janvier, près de 800 entreprises japonaises ont donc souscrit au service de la plateforme de rencontre Aigoen. Alors, je ne sais pas si la prononciation est bonne. C'est Tinder, quoi. C'est un peu ça. Tinder japonais. C'est une plateforme. C'est le cas, par exemple, du géant des télécommunications NTT Docomo, ou encore la banque Mizuho, ou encore la compagnie aérienne All Nippon Airways. Alors, cette application, elle est particulière parce qu'en fait, elle est spécialement adaptée au monde de l'entreprise. Elle met en relation les seuls employés de ces entreprises en analysant et optimisant les goûts de chacun avant en fait de les faire rencontrer. C'est ça, c'est les algorithmes, mais aussi en fonction de l'entreprise, de la taille, du style de l'entreprise. Et ça marche comment alors ? Alors ça fonctionne avec une intelligence artificielle. Ah oui, c'est ça. Alors attention, les fonctionnalités incluent en fait un tableau qui détaille la compatibilité des futurs couples et une barre qui affiche le niveau d'appréciation d'un partenaire potentiel calculé en fait sur les messages qu'ils se sont envoyés ensemble. C'est très romantique cette affaire. C'est très romantique. Ah oui, la spontanéité, il n'y en a plus vraiment, vous allez voir. Pour maximiser en fait les chances de succès, l'IA joue les entremetteuses. Elle peut par exemple inciter un homme à demander à une femme de venir au cinéma avec lui, ou alors d'attendre un peu avant de proposer d'aller au cinéma avec lui si jamais l'IA sent que c'est un peu trop tôt pour le faire. Elle propose aussi
point-là. Et elle propose aussi des questions à poser pour faciliter les conversations et des idées quand les discussions commencent à patiner un peu entre l'homme et la femme, ou en tout cas entre les salariés. L'abonnement coûte quand même 46 € par abonné, des frais qui sont pris en charge par l'entreprise au même titre en fait que la protection sociale ou les autres avantages sociaux. C'est ça. Mais pour les sociétés nippones, en fait, ça revient quand même bien moins cher que les agences matrimoniales traditionnelles qui existent déjà, que les entreprises payaient déjà au Japon pour leurs salariés. À noter que cette application ne rassemble que des salariés célibataires des entreprises membres. Oui, c'est pas pour des aventures extra-conjugales. C'est ça. Et puis l'idée, c'est de rencontrer l'amour, pas de le défaire, Arnaud. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de pas d'avoir une fausse fiche, un avatar, en étant marié et en profitant, bien sûr, du cinéma avec une collègue de l'entreprise d'en face. Effectivement, c'est un peu tristou, cette vision du Japon. Mais enfin bon, elle existe. Merci, Caroline, de nous avoir tout dit sur ce sujet. Alors, un brin tabou quand même dans l'entreprise. Là, on parle d'un sujet qui n'est pas tabou du tout. On parle des recruteurs et des recrutés, de ce rapport de force qui s'est peut-être un peu décalé. Est-ce que les recrutés ont pris la main? Est-ce que les candidats ont pris le pouvoir? Est-ce que les DRH sont dans une grande déprime? Parce qu'effectivement, il y a des slashers, il y a ces candidats qui ne veulent pas entrer dans les entreprises. On en parle avec mes invités, c'est juste après la pause. Candidats, recruteurs, est-ce que le rapport de force s'est inversé? Ça, c'est un vrai sujet. On est au cœur de l'actualité parce que la crise Covid est passée. On a une pénurie, on le sait, on en parle beaucoup sur ce plateau, une pénurie d'emplois. Et on a des DRH, on a des cabinets de recrutement qui disent tout simplement, dans certains secteurs, on galère, on ne trouve pas chaussure à notre pied. Que s'est-il passé? Pourquoi? Comment expliquer ce phénomène un peu particulier? On va en parler avec mes invités. 3 invités sont avec moi sur le plateau. À ma droite, Amélie Favre-Guittet. Bonjour Amélie. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes une habituée de notre émission, cofondatrice de Talent Management. Et souvent, vous nous donnez des conseils très concrets pour préparer le candidat. Vous nous en parlerez de ces candidats. Ils sont de plus en plus exigeants. Et malin, effectivement. Et Nicole Degbo est à ma gauche. Bonjour Nicole, fondatrice de la Cabrique. Et ce livre, Recrutez-vous, la jungle de l'emploi de A à Z, édition La Cabrique. Vous n'êtes pas embêté, vous avez édité votre livre. Oui. Merci d'être avec nous. Et puis Julien Weyrich est avec nous. Je pense que j'ai bien prononcé votre nom de famille. Directeur senior chez Page Personnel. Alors vous êtes l'un des leaders, si ce n'est le leader de l'intérim et du recrutement spécialisé. Et on va en parler avec vous parce que les choses se compliquent pour tout le monde. D'abord, commençons par le début parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce rapport de force entre le candidat et le recruteur. Amélie, est-ce qu'aujourd'hui les candidats ont pris le pouvoir pour rentrer dans le vif du sujet? Est-ce qu'aujourd'hui les candidats vulgairement font la pluie et le beau temps? En tout cas, ils grignotent un petit peu plus de ce pouvoir. Mais quand on lit des articles sur le sujet, ça fait déjà des années, 10 ans, 15 ans que tout le monde dit que les candidats prennent un peu plus le pouvoir dans le recrutement. Donc c'est certainement vrai, mais ça va surtout obliger les RH à avoir de meilleures pratiques. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce phénomène que vous constatez, il est clair, les candidats ont pris un peu le pouvoir. Ça réexplore la manière dont on va recruter dans les 5 ans qui viennent. Julien, quel est votre point de vue? Je suis sûr que vous ne le partagez pas parce que certains disent on est parti sur un trend de long, c'est-à-dire les candidats vont prendre et ont pris le pouvoir. Vous vous dites, restons prudents, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué. Après, je rejoins quand même Madame sur l'analyse. Les candidats aujourd'hui ont la main, se savent rares, sont rares et se savent rares. On joue et on profite. C'est l'offre et la demande. C'est normal. Il faut monter les enchères et les exigences. C'est pas forcément les enchères en fait. C'est 10 cases à cocher. Si seulement 9 cases sont cochées, on ne signe pas, on ne rentre pas. Qu'on soit précis, je vous donne la parole, Nicole Degbo, mais on parle bien de certains secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui sont bouchés, je pense à la communication, pour ne pas citer le journalisme, où le rapport de force, objectivement, il est quand même toujours en faveur de celui qui vous embauche. Là, vous parlez de quel secteur? C'est quel secteur où le candidat a la main? Il y a énormément des secteurs de cette nature. Vous prenez le secteur de l'IT, par exemple, ça fait de nombreuses années que le candidat sait pertinemment qu'il a une vraie valeur, et il en profite, il en joue à outrance. Vous prenez le monde de la santé, qui est un monde quand même qui fait l'actualité. Une infirmière aujourd'hui, un médecin a le pouvoir, décide de son mode de travail, chez qui il ou elle a envie de travailler. C'est lui qui fait la loi.
Alors Nicole Degbaud, vous intervenez vous avez eu une carrière dans un cabinet américain, puis depuis... Oui, deux. J'ai plus de 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience, et vous intervenez sur les problématiques du travail. Oui. On est quoi? On est face à un gros problème là, dans ce rapport entre, je dis, les recruteurs, mais aussi les DRH qui parfois recrutent en direct et qui se retrouvent vulgairement le bec dans l'eau parce qu'ils ne trouvent pas, ils n'arrivent pas à trouver le candidat, ou le candidat a trop d'exigences par rapport finalement au poste qui était proposé initialement. Alors, pour moi, en fait, c'est une superposition de sujets avec une cristallisation conjoncturelle sur, on va dire, une vague de départ qui crée une tension, on va dire, dans certains secteurs d'activité. Mais en réalité, le pouvoir a toujours été du côté de certains candidats, du côté de certaines entreprises. Je pense que le rapport de force, par exemple, si on veut aller travailler chez Google, il reste chez Google. Je pense que ça dépend également des secteurs d'activité. Chez L'Oréal aussi? Oui. Oui, non, mais je veux dire, c'est des entreprises où chez Netflix, il y a plus de gens qui sont à l'entrée que de postes proposés. Voilà, ça dépend. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des tensions dans le secteur public aussi, et ça, c'est vraiment nouveau. L'éducation, il y a pas mal de démissions, la santé, pas mal de démissions, etc. Mais si on décortique, en réalité, pour moi, on est dans une crise systémique qui est complexe et protéiforme. Et pour moi, là, ce sujet-là, c'est un début. Mais le rapport de force, moi, j'y crois pas, parce que de toute façon, il y a tellement de sujets qui vont se percuter. Quand on pense par exemple à la digitalisation du travail, on voit bien que le rapport de force, il ne va pas durer. Non, parce qu'il y a à peu près 35% des emplois qui vont, dans 10, 15 ans, disparaître. Exactement. Parce qu'ils ont été remplacés par de l'IA, par exemple. Voilà. Il y a la disparition et il va y avoir un problème aussi d'alignement entre il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont changer et il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et notre sujet, ça va être de savoir quelle est la synchronie entre les compétences disponibles et les compétences dont le marché aura besoin. Et il y a des compétences qu'on aura en France, il y a des compétences qu'on n'aura pas en France. Donc si on veut affiner un tout petit peu, il faut bien distinguer certains secteurs. Parce que je me rappelle, ayant travaillé sur cette question en histoire, quand j'étais étudiant, il y avait à une époque des ouvriers qui disaient « mais j'avais juste à traverser la route et je changeais d'usine et j'avais un poste où je gagnais 30, 40 francs de plus par jour ou par semaine ». C'est l'histoire de l'offre et de la demande. C'est exactement ça. Ça a toujours existé et ça existe dans certains secteurs. Oui. Dans certains secteurs. Vous, en talent management, vous êtes physiquement, concrètement confronté à cela? Oui, on le voit sur les recrutements des commerciaux. Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent recruter des commerciaux. Donc, c'est un peu la guerre pour l'entreprise qui veut attirer le meilleur commercial. Donc, il y a à la fois le côté où il faut sensibiliser les entreprises sur les critères qu'ils vont mettre en face, sur leurs process de recrutement qui sont parfois beaucoup trop longs. Et de l'autre côté, il faut aussi séduire le candidat pour mettre en avant l'entreprise sans la survendre, sans lui vendre du rêve, pour que justement, il ait envie de se rencontrer. Donc, c'est un jeu de discussion et de négociation entre les deux et nous, on est juste au milieu. Mais Julien Vérich, il y a une remise en question du rapport au travail où globalement, ça c'est une sorte de vision un peu intello, un peu sociologique. En fait, globalement, ça fait... globalement, le travail est là, il y a une offre, il y a une demande. Enfin, est-ce qu'il faut être aussi primaire ou est-ce qu'il y a quand même un petit fond de remise en question même du rapport au travail? Oui, sans tomber dans le procès des générations X, Y ou Z qu'on a déjà évoqué ensemble. Mais oui, mais il y a le débat de la génération Z. Hein. Il n'empêche qu'aujourd'hui... C'est un faux sujet. Faux sujet. Allez, on passe à autre chose. À la poubelle. C'est un faux sujet et à la fois ce sont des attentes qui sont aussi intéressantes, aussi compliquées qu'avant, mais juste différentes. Il faut juste en fait changer son paradigme, savoir que les attentes qu'on pouvait formuler il y a 10 ou 15 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et mettre en regard quelque part ce qu'on propose en fonction des attentes. Moi j'aime bien quand on me dit que c'est un faux sujet. C'est intéressant. Pour le coup, tordons le cou à l'idée. Pourquoi la génération Z serait différente de celle de mes grands-parents qui prenaient un emploi, qui étaient contents? Pourquoi la génération Z, il n'y aurait pas de sujet? Ils ne sont pas slasheurs. C'est des générations en fait. C'est-à-dire que si on se remet, nous, à nos 20 ans ou à nos 30 ans, on n'avait pas les mêmes envies qu'aujourd'hui, les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Donc il y a ça aussi. Il faut se rappeler de, tiens, quand on était étudiant, comment on vivait et comment on pensait le marché de l'emploi, le travail, la vie dans l'entreprise. Et la vie tout court. Mais oui, la vie tout court. Et la vie en général. On avait tous un côté un peu bisounours, où on voulait tout changer, tout transformer. Et les jeunes, ils ont toujours envie de ça, en fait. Mais excusez-moi, quand on traite ce sujet, on l'a déjà traité plusieurs fois sur le plateau, effectivement, le candidat a pris la main, le recruteur est en panique, et en même temps, on a au même moment un pan de notre société qui dit, moi j'ai envoyé 100 CV, je ne trouve pas d'emploi. On m'a pas... Non, mais c'est un autre sujet, mais c'est aussi un rapport entre le candidat et le recruteur, et en fait, ça se croise. Donc en fait, c'est plein de sujets mis bout à bout, cette question-là, du rapport du candidat et du recruteur. Oui, moi je viens de terminer le livre Travailler de James Sussman, et c'est intéressant parce que c'est un regard quasi anthropologique en fait sur la notion de travail. Et en fait, quand on lit, on s'apparaît que déjà en 93 précisément, dans la révolution industrielle, on questionnait la question du bien-être au travail. Keynes lui-même questionnait
la question du rapport au travail. Il se demandait, dans le livre sur la limite de la croissance, à quel moment notre besoin de travailler allait se modifier ou se tarir. Et en fait, on s'aperçoit que ça ne s'arrête jamais, tout simplement parce que la société évolue, qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent, il y a beaucoup plus d'entreprises. En fait, il y a une offre qui a explosé. Et donc, avec l'offre qui a explosé, il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a des nouveaux besoins qui se créent. Et surtout, l'être humain n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc, les jeunes, la génération millénium, elle demande du sens. Mais moi, j'ai pas l'impression que ma génération, on est peut-être de la même génération, moi, j'ai pas l'impression qu'on voulait pas de sens. Je l'espère. J'ai pas l'impression qu'on voulait pas de sens dans notre travail, en fait. C'est juste qu'on l'exprimait d'une autre manière. Eux, ils hurlent, donc on les entend. C'est vrai. Mais nous, on voulait du sens. Ouais, on aussi, voulait du sens, mais on l'entend plus aujourd'hui dans cette génération qui dit je veux pas aller dans n'importe quelle boîte, je me plierai pas à n'importe quelle condition. Il y a un peu ce rapport-là quand même. Vous les avez ces jeunes. Parce que c'est une génération qui hurle justement beaucoup plus facilement, qui est nombreuse, qui va dans la rue, qui s'expose. Et de l'autre côté, on a notre génération de profils plutôt seniors qui sont tout aussi nombreux, qui ont aussi plein de choses à raconter, mais qui eux vont pas dans la rue et qui vont pas casser des abribus, vont pas manifester et qui ne font que râler un peu sur les réseaux sociaux. C'est une minorité un peu silencieuse. Et pour compléter, c'est une génération qui a accès à l'information. En fait, là où avant on voyait en fait ce qui se passait autour de nous, là, notre ville, notre village, ils ont 360 là, degrés. 360 degrés. Voilà. C'est la culture du travail aussi. C'est-à-dire qu'avant, il était quasi normal de passer toute sa vie dans une même entreprise. On voit bien, par exemple, dans la culture de Michelin, et les gens étaient très heureux de rester. Renault, à l'époque, Voilà, Michelin, enfin les grandes entreprises. Voilà. De génération en génération, Exactement. d'ailleurs. C'est fini. C'est fini, mais on a quand même plein de jeunes qui rêvent encore de rester longtemps dans la même boîte, en tout cas d'y faire carrière. On a des jeunes qui ont envie de, justement, cette génération se poser, de il y a des bouger, slashers, de faire d'accord. plein de choses, mais on a encore quand même des jeunes qui ont envie de rester, et quand on leur promet un CDI dans un grand groupe, ils sont les premiers à Et même à la limite, ceux qui n'ont pas envie, au bout d'un certain temps, se rendent compte que finalement, là où ils sont bien, ils sont amenés à évoluer, ils grandissent, ils apprennent des choses, ils restent relativement longtemps. Et Donc c'est une Oui, mais la norme, c'est de besoin et rester de 20 ans valeur. dans la même boîte. C'est Ça que je veux dépend, dire. en fait, ça dépend de chaque individu, de ses besoins, de ses valeurs, de ses envies, et ça va évoluer d'âge Je parle de de normes. génération en Je génération. ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que la norme de la société, de l'époque, n'est plus de rester 20 ans dans la même boîte. Est-ce que ce serait utile aujourd'hui d'avoir cette norme-là? Ouais, c'est ça. Est-ce que ce serait entendable, en fait? Est-ce que ce serait utile d'avoir cette norme-là aujourd'hui? Mais d'ailleurs, on nous rabat les oreilles médiatiquement, et nous les premiers, en expliquant qu'on aura 3, 4 métiers, et alors qu'en fait, il y a des individus qui disent, moi je rentre dans une entreprise et j'y reste. Juste sur certains secteurs, je voudrais qu'on affine, parce que là on parle candidat et recruteur, c'est très générique finalement, mais il y a des secteurs sous tension aujourd'hui, l'aide à la personne. Et là, commençons à faire l'inverse, parce que vous m'avez dit, bon, ce sujet est sympathique, mais parlons de la manière dont on recrute. On recrute mal. Sur l'aide à la personne, c'est pénurique, on le voit, les EHPAD sont dans l'actualité, mais il n'y a pas que les EHPAD, les maisons de retraite, les hôpitaux, les infirmières. Il n'y a pas de RH, il n'y a pas de stratégie de recrutement. Pour moi, c'est divers sujets. Moi, ce que j'ai remarqué quand je faisais... Il n'est jamais d'accord avec mes questions, Julien, vous avez remarqué. Si, au contraire. Moi, j'ai remarqué que structurellement, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, les définitions de fonction sont souvent surévaluées. Voilà. Ce que demande, techniquement, sur la fiche administrative. Nous, on ne correspond pas au truc, c'est trop, quoi. C'est toujours trop. Bon, ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a un biais d'appréhension en fait de la compétence en France qui est restrictive. Voilà. Et moi je pense que dans différents cas, si jamais on apprenait à regarder la compétence autrement, avec précisément une lecture non linéaire, on trouverait beaucoup plus de solutions qu'on ne le fait aujourd'hui. Et par ailleurs, si on intégrait davantage la diversité, clairement. C'est pour ça que j'évoquais ces CV sans réponse de jeunes qui avaient le bon diplôme mais pas la bonne couleur. Peut-être un mauvais CV et peut-être qu'ils ne savent tout simplement raconter leur histoire. Ou moins jeunes, exactement. Voilà. Peut-être. De la même manière qu'il y a plein d'entreprises qui ne savent absolument pas se raconter. Mais attendez, vous m'avez contredit, j'aime beaucoup la contradiction. Moi, je pensais, alors peut-être que je suis naïf, puisque je ne suis pas l'expert du sujet, mais dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, on l'entend, on manque de RH. Vous dites si, finalement, il y a une stratégie, mais laquelle? En fait, il y a deux choses. Il y a être conscient qu'il en faut une et avoir la bonne. D'accord. On est plutôt à être conscient qu'il en faut une, là, aujourd'hui. C'est déjà pas mal. C'est déjà un premier pas, en fait. Tant que vous ne savez pas que vous ne faites pas les choses correctement, vous ne pouvez pas les changer. Donc aujourd'hui, bon nombre de DRH sont très conscients, faute de candidats, faute de recrutement, qu'ils doivent changer quelque part leur mode de recrutement, leur marque employeur, la développer, etc. Même pour un service public. Complètement. Et ça, ils n'y sont pas encore, on n'y est pas encore. Mais ça arrive lentement mais sûrement. Ça se cherche, on essaie des solutions, etc. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience. Moi, je le trouve très positif parce que honnêtement, je trouve que ça bouge pas beaucoup. Je trouve qu'on a plein de problèmes qu'on aurait pu résoudre depuis plusieurs années qui sont toujours là. Vous avez raison, mais parce qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des RH et puis après, il y a les managers qui recrutent.
Le RH, le directeur de recrutement, la directrice du recrutement peut être consciente de tout ça. Si derrière le manager qui recrute ne change pas, encore une fois, ses attentes, sa façon de fonctionner, on n'arrivera à rien. Moi, j'ai été prof, je n'ai pas été recruté par un manager. Hein. Et je rajoute un troisième voilà, pilier, la partie financière. C'est-à-dire Exactement. que le RH n'a pas la main mise sur le budget de l'entreprise et sur le budget qu'il pourrait faire justement pour améliorer sa com RH en discutant justement avec le manager. Donc pour rééquilibrer dans certains secteurs ce rapport un peu comme ça distordu entre le candidat et le recruteur, vous disiez au début de l'émission, il faut aussi qu'on améliore la manière de recruter. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que les entreprises, publiques ou privées, doivent faire pour arrêter de se plaindre ? Pour dire, j'ai pas les candidats, je les trouve pas, ça marche pas. C'est le premier élément que j'ai envie de dire, c'est déjà sur la partie process classique, sur l'annonce, l'offre d'emploi qu'ils vont rédiger. Ça, c'est la base. C'est la base, elle est moche, elle est... les trois quarts des annonces qu'on lit, c'est du copier-coller des anciennes annonces. Moi, c'est simple, quand j'ai démarré ma carrière, que je suis arrivée en France et que j'ai commencé dans un grand cabinet de recrutement et que j'ai dû commencer à faire rédiger une annonce, on m'a dit, mais non, mais c'est bon, tu prends celle d'il y a un mois et tu fais un copier-coller. Et du coup, je ne comprenais pas. Et en fait, on se rend compte que, soit dans les entreprises, dans des cabinets ou partout ailleurs, il y en a plein, quand ils doivent republier un besoin d'un manager, ils n'ont pas forcément le temps d'aller écouter le manager, ou le manager n'a pas le temps de remonter l'information RH sur est-ce que son besoin a évolué entre le premier recrutement qui a échoué et maintenant, est-ce qu'il a analysé ça. Donc, ils vont juste reprendre l'ancienne fiche qui date peut-être d'il y a plusieurs mois, voire années. On fait un copier-coller, on le balance. Sauf que c'est super chiant à lire. Et quand c'est chiant à lire, on le lit pas. Ça attire pas le regard. Et il y a aussi la novlangue, c'est-à-dire les annonces des startups, on comprend rien. Ouais, alors après... C'est pas faux. parce qu'elles essayent justement de se démarquer. En fait, elles essayent d'écrire pour correspondre à une cible. Et moi, je vois le cas chez les profils seniors, c'est les 3 quarts du temps, ils me disent, moi, les annonces des startups, j'y réponds pas, parce que quand c'est écrit, reviens rejoindre une entreprise jeune et dynamique, moi, j'ai 50 balais, je réponds pas. Et donc, les annonces ça, sont c'est discriminant pour ceux qui ont plus de 45 ans. Pour discriminer un certain nombre de candidats. Mais c'est tendance cool. Et parfois, souvent même, on fait l'impasse sur le contenu. C'est-à-dire, quand on les regarde vraiment, on se dit, non, mais en fait, c'est quoi le job ? Il y a Babyfoot, on comprend pas ce qu'il y a derrière. Il y a Fresh Team, on ne sait pas ce qu'on va y faire. Et derrière, c'est le problème, si on remonte à la source, c'est le problème qui vient que les RH, la plupart du temps, ne sont pas formés à ça. Quand vous prenez le contenu d'un master RH, on ne parle pas recrutement, ou très peu. Julien, vous faites quoi, vous, pour donner des conseils à vos clients chez Page Personnel ? C'est quoi ? Parce que vous êtes, vous, entre deux cymbales. Vous avez besoin de trouver les candidats, parce que le client vous paye, quand même, il faut le dire. Et de l'autre, vous avez un client à qui vous dites, ouais, mais là, c'est normal que ça ne colle pas entre le candidat et le recruteur, parce que vous vous y prenez mal. C'est compliqué, votre position, là. Je vous confirme. C'est vrai. Mais je vois Amélie qui rit parce que c'est son boulot au quotidien. De dire à ses clients... Éduquer, évangéliser, ça fait partie effectivement du métier. Après, il y a un bon moyen aujourd'hui, c'est de demander à nos clients quels sont les éléments que vous mettez en avant, comment vous vendriez le poste. Expliquez-nous ce qui va vous différencier de vos petits camarades, vos petits concurrents. Et là, en fait, quand on liste un peu les choses, on se rend compte que les avantages sont les mêmes qu'ailleurs. Donc, si les avantages sont les mêmes, il faut un élément différenciant. Donc dites-nous ou mettez en place quelque chose qui sort du lot, qui vous sort du lot. Rémunération, localisation, baby-foot, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. C'est un élément. Posez-vous les ping-pong maintenant. Pour moi, c'est raconter une histoire. Posez-vous les questions. Voilà, il y a un storytelling en tout cas réalisé. Posez-vous les questions. Pourquoi un candidat viendrait chez vous ? Mais attendez, excusez-moi de revenir à des choses très concrètes. On avait un invité il y a quelques jours qui nous parlait de la réalité des EHPAD et du personnel qui manquait. Enfin, la marque employeur sur un EHPAD ou du nettoyage industriel pour des grandes sociétés de nettoyage, vous pouvez les faire rêver avec une belle annonce. Non, la raison d'être. La raison d'être de l'EHPAD est fondamentale. Est-ce qu'on recrute bien dans les EHPAD ? C'est un autre sujet. Non, mais c'est la question que je pose. On ne trouve pas, les salaires sont bas. Et globalement, la personne se dit, je vais quand même faire un métier qui est très difficile, qui est extrêmement difficile. Oui, mais moi je pense que les critères, par exemple, sont totalement inadaptés. Pourquoi ? Parce que quand on regarde concrètement le métier... les différents métiers qui existent dans de l'EHPAD, ce que révèle l'affaire Orpea, c'est qu'il y a un manque total d'humains. Voilà, dans certains EHPAD, pas tous bien sûr. Et il y a plein d'auxiliaires de vie, par exemple, qui travaillent dans le privé ou qui travaillent de manière très précaire, en réalité qu'on pourrait recruter à temps plein ou à temps partiel pour compenser le manque de certaines compétences en interne. Mais vous voyez que l'argument de la qualité de l'annonce pour des emplois peu qualifiés sur des salaires assez bas, c'est pas la stratégie d'un recrutement d'un cadre de la tech. Ça touche le savoir-être de la personne, le côté... Ce que j'ai
bien aimé quand vous avez dit c'est qu'est-ce qui vous différencie. Moi, souvent, mes clients, je leur demande, quand j'ai le manager, je lui dis, mais vous, pourquoi vous continuez à bosser pour cette boîte ? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre job et dans la boîte ? Et en fait, c'est là où des fois on arrive à révéler un élément. Chose. Alors, soit on comprend qu'il a plutôt envie de se barrer dans pas longtemps, lui aussi, soit ça révèle qu'il pose le masque et il vous dit, moi je suis au bout et je vais me barrer. Voilà. Et soit au contraire, il nous dit, moi je m'éclate pour telle et telle raison, j'adore ma boîte pour telle et telle raison, et ça peut être des éléments qu'on peut mettre en avant. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un dirigeant qui cherchait un DG, qui cherchait un directeur du développement pour son COMEX, qui lance la chasse. Et qui, 3 semaines plus tard... J'adore qu'il lance la chasse, on a l'impression qu'il est sur un cheval avec m'appelle pour me dire, je veux changer. J'ai eu un problème éthique, on a arrêté. Donc on change, je veux plus de recrutement. Non, je veux partir. Recrutez pour moi, mais je vous annonce que je veux partir. Ah non, moi je ne sais pas faire ça. Donc vous recrutiez quelqu'un, vous le demandez, mais cette personne elle-même voulait s'en aller. Oui. Ouais. Et vous êtes allé au bout de l'histoire ou pas ? On a arrêté. Mais problème éthique. Pour essayer d'y voir clair sur cette question du recrutement, on est dans un trend de cours, vous dites on va repartir à un marché où les choses vont se rééquilibrer, ou est-ce qu'on est dans une tendance lourde, pour qu'on y voit clair, sur ce rapport un peu déséquilibré entre candidats et recruteurs ? Julien ? C'est une vraie tendance et ça va durer quelques années. Donc quelques années ? Quelques années. Soit subitement on arrive à créer 150 000 infirmières qui arrivent sur le marché, c'est impossible. Soit on arrive tout d'un coup à cloner 100 000 ingénieurs en informatique. On n'arrivera pas. Donc en fait, il y a un problème de formation à la base. Il faut que les écoles, les instituts, etc. se mobilisent pour former un peu plus. Et dans le temps, ça ira mieux. Mais pour l'instant, ça va durer encore quelques temps. Vous avez évoqué la diversité, Nicole, c'est important parce qu'il y a aussi un débat dans la manière dont l'entreprise s'ouvre à toute la diversité. Alors il y a un travail énorme qui a été fait sur l'égalité homme-femme. On a beaucoup avancé dans les COMEX. Mais ça n'est qu'un critère. Mais ce n'est qu'un critère. Là aussi, vous avez un rôle, vous, d'aiguillon, en disant à votre client, élargissez, soyez beaucoup plus ouverts. Et même la politique migratoire du pays. Qui est un sujet qui est sur la table aujourd'hui du gouvernement. Stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous leur dites à vos clients ? Parce que c'est vrai que c'est aussi une manière de leur dire, tu peux aussi réduire tes problèmes de recrutement en étant un peu plus ouvert. Pour le coup, chez nous, c'est assez... quand le client y vient, il le sait parce que je suis très engagée sur la cause des profils seniors. Donc forcément, le client qui vient pour du recrutement... Il sait où il met les pieds. Voilà, il sait où il met les pieds. Et s'il me dit non, moi je veux pas de vieux, ça me coûte trop cher, forcément, ça va mal se passer. Vous vous énervez ? Je peux m'énerver. Non, mais vous le recadrez. Je le recadre direct, totalement. En plus, c'est un faux argument, ça. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette question de qui résoudrait un problème aussi de la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'il faut s'ouvrir, il faut être beaucoup plus divers. Voilà, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir ses chakras, ça c'est indispensable. C'est important. Il faut savoir quand même que qui peut se targuer aujourd'hui de ne jamais rater un recrutement ? Même si on a face à soi le candidat où on se dit c'est l'homme, c'est la femme de la situation, j'en suis sûr à 100%, qui peut se targuer que ce soit vraiment le cas ? Donc dans tous les cas, recruter c'est éliminer c'est choisir, et donc c'est prendre un risque. Donc c'est un déséquilibre total, tout le temps, il faut prendre des risques. Et c'est faire un vrai travail aussi sur la compréhension du besoin. Il y a plein de gens qui recrutent sans comprendre leurs besoins. Ça, c'est la base. C'est la base du recrutement. Pas à établir pourquoi donc s'ils ne comprennent pas le besoin, forcément la définition de fonction. À ce point-là, quand on recrute, on a besoin de quelqu'un parce qu'il nous manque. Juste quelqu'un a démissionné, quelqu'un est parti. D'accord, là c'est mécanique. Et là du coup, je dois absolument recruter ou j'ai un nouveau marché qui vient de s'ouvrir, il faut que je. Il n'y a pas de réflexion approfondie. Il n'y a pas la réflexion stratégique. Pas toujours la réflexion stratégique. Et puis parfois il y a même divergence entre les RH et les opérationnels. Et si ce déséquilibre entre le candidat et le recruteur, qui est le thème de l'émission, permettait peut-être de faire monter les salaires, parce qu'il y a un grand débat sur le pouvoir d'achat, il y a un gros débat sur l'augmentation des salaires qui sont bas dans beaucoup de secteurs. La restauration a fait un effort, les transports sont en négociation. Est-ce que vous y croyez à ça ? Est-ce que finalement le rapport du candidat face au recruteur, c'est de lui dire aussi, il y a le sens, mais il faut aussi penser à m'augmenter ? Alors, moi, je ne sais pas si c'est iconoclaste, mais en tous les cas, moi j'ai une position qui est un peu différente sur la question du salaire. C'est-à-dire que moi, je crois qu'en France, en fait, on a pérennisé des fonctions d'appoint comme des fonctions de vie. Voilà. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour faire évoluer les gens dans leur carrière. C'est ça. Voilà. Moi, j'arrive pas à comprendre que des personnes exercent le même métier toute leur vie. Voilà. Donc, soit au SMIC, si le métier correspond au SMIC, donc les personnes, elles vont être au SMIC toute leur vie. Augmenter mécaniquement par l'ancienneté. Voilà, donc c'est tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans maximum. Certains ne souhaitent pas évoluer non plus, enfin je sais pas, peut-être. Jamais. Il y a des gens qui disent je suis bien dans mon job. Jamais, pour moi ça n'existe pas ça, jamais. Vous n'y croyez pas ? Non, pour moi quelqu'un qui dit je suis bien là où je suis, je veux absolument pas évoluer, c'est de mon point de vue quelqu'un qui, à mon avis, ne connaît pas son champ des possibles.
Et il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Ça veut dire que si on l'interrogeait avec un peu de finesse et qu'on l'encourageait, vous dites, même si celui qui dit je veux rester, il aimerait bien progresser. Si on lui montrait son potentiel, Ouais, c'est ça. et qu'on lui démontrait de manière extrêmement objective ce à quoi il peut prétendre avec ses compétences découvertes, moi je pense que beaucoup de gens... Voudraient évoluer. Bah oui. Mais je repose ma question. Moi je le Est-ce que- constate dans le cadre de mon métier. par exemple. J'entends votre argument qui est de dire, après tout, il faut faire grandir les gens dans l'entreprise, pas les laisser partir ou s'user. Est-ce que ça peut aussi, ce rapport candidat-recruteur, améliorer le niveau des salaires? Ou pas? Parce que les EHPAD, aujourd'hui, ont besoin. C'est une évidence. Ça peut, mais ça va dépendre des fonctions, ça va dépendre des formations, ça va dépendre également des entreprises. En fonction, quelque part, du business de l'entreprise C'est et vrai. des marges dégagées, c'est plus facile de renier un peu sur sa marge, un peu, c'est et vrai. compenser les salaires. Quand vous êtes sur des marges qui sont déjà très très fines, vous parliez tout à l'heure de l'agroalimentaire, La de grande la grande distribution, Eh oui. etc. Eh oui. Les marges sont fines, donc aujourd'hui, relever tout le restauration. monde, c'est forcément compliqué. La restauration, ils ont fait un effort puisqu'il y a eu un Oui, plus 9%. mais bon. Et encore qu'à Paris, d'ailleurs, on avait les chiffres, les salaires n'étaient pas si bas que cela. Mais la grande distrib, le nettoyage, l'aide à la personne, qui sont quand même des secteurs, le transport, qui sont en égo. Qu'est-ce que vous en pensez, Amélie? Est-ce que le candidat n'est pas en train d'être aussi un homme politique, enfin en tout cas un syndicaliste sans le dire, quoi, et qui ferait monter mécaniquement les salaires? Alors, il va peut-être faire monter mécaniquement les salaires, mais après, c'est toujours d'où vient l'argent. L'argent vient de l'entreprise et donc des résultats. Donc, on en revient à ce qu'on On en disait, revient aux marges. effectivement, aux marges. Après, s'il y arrive, l'intérêt, c'est que ça va servir non pas à la personne qui a peut-être qui s'est mobilisée pour faire augmenter, mais peut-être pour les candidats suivants. C'est vrai. En fait, ça va prendre du temps. Donc, vous avez, on lance une campagne de recrutement, l'entreprise va définir un salaire qui est peut-être un peu bas. On lui a dit que ça allait être compliqué, que c'était trop bas. Bon, il veut quand même essayer. On lui présente des candidats. Et on sait que les candidats sont un petit peu Vous plus l'avez chers. prévenu, hein. Attention, Voilà. là il est bas votre salaire. Hein. Votre salaire est bas et quand on présente des candidats, on présente des candidats qui sont un peu plus chers en disant, bah voyez, ceux-là ils sont très bien, vous les trouvez top, hein, Mais- regardez, ils sont un peu plus chers. Ouais, c'est terrible, c'est Donc, comme une il dit non, voiture, il quoi. dit non, C'est- il c'est dit bien, non. mais c'est plus cher. Voilà. Ouais. Et sauf que peut-être au bout du 3e ou 4e non, bah, finalement, ça va réfléchir dans sa tête, il va se Et il dire, va bon, augmenter. bah, peut-être que je vais augmenter, mais ça va servir au 4e candidat qui va se Parce pointer que les à ce 4 moment-là. premiers ont été éliminés parce que, Parce que ils dès lors que n'étaient pas dans dans la les tête clous. du client ça a été éliminé, il ne peut pas Et revenir plus dessus. qu'éliminés, ils auront trouvé ailleurs Ils avant, ont- seuls comme des grands. Juste avant de nous quitter, il reste peu de temps, mais c'est quand même au-delà de la problématique qu'on soulève aujourd'hui dans le débat, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les cabinets de recrutement parce que vous n'arrêtez pas de travailler en ce moment. Tout à fait. C'est une bonne On est nouvelle d'accord. pour nous, pour les entreprises, pour les candidats déjà en premier lieu. Bah ouais. C'est une bonne nouvelle, mais il faut aussi qu'ils soient à l'aise pour arriver à négocier ça, que ce soit négocier des avantages, négocier un salaire, Donc, aller au culot pour postuler. Donc c'est plein de choses qui doivent évoluer, comme le fait de mettre le salaire sur une annonce. c'est un mal pour un bien, comme dit l'expression marquée au coin du bon sens. C'est vrai, votre Ouais, activité oui. cartonne. Vous êtes la tête dans le guidon à devoir répondre aux exigences de vos clients, Oui, tout à fait. même si les candidats ont pris un peu la main. Un peu. Non, vous êtes toujours très modéré. Hein, Oui, Julien. non, ils ont pris un petit peu la main, effectivement, mais après, encore une fois, un candidat d'aujourd'hui est un candidat d'hier ou d'avant-hier, avec Ouais. des attentes un peu différentes. S'il est intelligent, s'il a envie de travailler, si l'entreprise l'intéresse, il signera quand même. Oui. Il signera quand même. Pour moi, il y a un sujet d'employabilité qu'il faut absolument vous pas souleviez tout à l'heure. minorer. Oui, C'est mais ça va être le sujet d'avenir. C'est-à-dire derrière l'employabilité, il y a la notion d'utilité. Et c'est ce qui va départager les candidats demain. C'est-à-dire la capacité, pour le dire simplement, de leur capacité de se transformer au cours de leur carrière Et- pour ne pas arriver dans une impasse ou une voie sans de issue, rester c'est ça. employable. Et de C'est rester ce que dit employable. Harari. Le monde demain, enfin après-demain, va se diviser entre les utiles et les inutiles. Donc là, c'est un peu la fête, mais ça va pas durer. C'est angoissant, hein, ce que vous dites. Mais c'est la réalité. C'est ce qu'effectivement. Je viens de terminer Ah, Le bravo. Monde en 2040, le rapport de la CIA. C'est fascinant. J'ai commencé à le feuilleter. Effectivement, Alors. c'est souvent des rapports qui nous ouvrent Prospective. énormément les yeux sur le monde du travail, Exactement. les questions de défense. C'est un rapport Et essentiel. c'est ouvrir les candidats là-dessus, sur ce fameux monde du travail, de Exactement. leur apprendre que chercher un emploi ou aller en entretien, c'est pas l'inquisition. On est là pour signer un contrat de travail. Et un contrat de travail, c'est un contrat marchand, d'égal à égal. C'est ça. Et que ça, il faut arriver à en prendre conscience et arrêter de parler de questions pièges en entretien. Il n'y a pas de questions pièges en entretien, on en Voilà. a déjà Oui, parlé. Mais ça va. Voilà. Je Il y a des questions tordues. en Je sentais revanche. il qu'Amélie y a était des questions énervée. tordues, mais elles peuvent être des deux côtés. On est C'est vrai. d'égal à égal en entretien. Et Ça, pour c'est ça, les- il faut vraiment le comprendre. Non, mais si vous voulez travailler chez les GAFA, vous passez à la boulinette d'un certain nombre de questions atypiques. Oui, mais on le sait dans ces cas-là et on se prépare Oui. en fait.
ou on n'y va pas. Oui, Merci. exactement. Ou on ne va pas chez dans les GAFA. C'est ça. Merci Amélie Fabriguité. Ne vous énervez pas, c'est seulement un sujet de chronique chez Amélie. Il n'y a pas de question piège. Co-fondatrice de Talent Management. Et il y a du travail en ce moment dans le recrutement, évidemment, on vient de le dire. Merci à Nicole Degbeau d'être venue sur le plateau, fondatrice de La Cabrique et ce livre, Recrutez-vous. Et puis toutes les références littéraires que vous nous avez données, passionnantes. Et ce rapport de la CIA 2040, en effet, à lire. Et Julien Weyrich, je ne sais pas si vous avez lu le rapport de la CIA 2040. Pas encore, mais vous allez le faire. Directeur senior chez Page Personnel. On parle d'un sujet qui va vous intéresser dans le recrutement, c'est le langage non verbal. Bah oui, ça c'est un truc que donnent comme conseil les recruteurs. Le savoir-être, on en parle, c'est tout de suite. C'est très important. Fenêtre sur l'emploi, on parle de l'importance du langage non verbal, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit avec des mots, mais le corps parle, il s'exprime. On en parle avec Cyril Lobjoie, vous êtes un spécialiste de ce sujet, vous êtes coach en évolution de carrière et analyste comportemental. Juste un mot sur vous, parce que c'est intéressant, vous avez une partie de votre carrière commerciale, dans le monde commercial, et puis il y a eu un choc, il y a eu un burn-out, et tout a basculé. De carrière. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec une carrière dans la direction commerciale, ça s'est bien passé jusqu'à un certain moment où, la pression, le burn-out, qui sont des sujets qu'on étudie beaucoup, malheureusement, bien sûr. M'ont fait m'orienter vers une autre direction professionnelle qui était l'accompagnement, le coaching en particulier. Alors, ce qui est intéressant dans l'échange qu'on va avoir, c'est le non-verbal. C'est-à-dire, alors moi je fais très attention à tous mes gestes depuis quelques instants, parce que vous êtes en train de m'observer. Non mais pour être un peu sérieux, qu'est-ce que vous leur dites à vos clients ? Il y a ce qu'on va dire quand on est commercial, évidemment, bien sûr, dans une démarche de pouvoir vendre un produit, mais il y a tout ce qui est à côté. C'est quoi les à côté non-verbaux ? Alors, la vente, c'est une sorte de négociation. Donc on doit installer une connivence ou une relation avec la personne, dans l'empathie avec la personne. Donc le comportement doit suivre le discours. Suivre la relation, c'est par exemple maintenir le contact avec les yeux. Tout simplement. Avoir une posture de quelqu'un qui a plutôt confiance en soi, donc le menton plutôt relevé, une posture, ce qu'on appelle les power poses, donc d'être relevé, d'être droit sur sa chaise et d'installer une relation avec les yeux. Les yeux, c'est essentiel, puisqu'on ne parle pas. Oui. C'est quoi ? C'est des yeux qui viennent chercher le regard, qui accompagnent. Enfin, il y a tout un travail sur les yeux. Alors, il y a un travail sur les yeux. Ce qui est intéressant, c'est le clignement des yeux, par exemple. Comme ça, là. Voilà, exactement. Qui montre un stress, qui montre une difficulté. C'est un retour sur soi-même, le clignement des yeux. Donc, on va chercher dans notre cerveau une information. Il y a le psycho-affectif, donc quand on est un peu impressionné ou quand on peut avoir un sujet qui nous touche, on peut avoir tendance à cligner des yeux. C'est exact. Et quand on ment, pour aller sur le mensonge sur des sujets qui sont un peu... il n'y a pas de clignement des yeux. On regarde les personnes bien droit dans les yeux et on ne cligne pas des yeux, pour s'assurer que le mensonge soit pris par les personnes qui vous écoutent. D'accord, donc pour être très concret, on peut se faire avoir par quelqu'un qui vous ment, mais à ce moment-là, je me dis, tiens, il me ment parce qu'il ne cligne pas des yeux. Alors, il ne faut pas exagérer, il faut prendre du recul. C'est ça, ouais. Non, mais en tout cas, quand on ment, on essaie de ne pas cligner des yeux. Un menteur vous regarde dans les yeux et ne cligne pas des yeux. C'est même moins qu'une personne qui va dire la vérité. C'est des scènes de cinéma, d'ailleurs, ça. Absolument. Celle qui dit la vérité, elle est émue, elle est touchée. Elle va chercher donc elle va bouger. Un menteur est beau à regarder. Il est droit, il est structuré, il vous regarde, il est élégant, il va... quelqu'un qui va dire la vérité va chercher dans sa mémoire et va bouger, va regarder en haut, en bas. Il n'y a pas le regard, on dit en haut à droite ou... Non. Mais en tout cas, il va vivre, il va bouger. Ouais. Il y a les mouvements aussi, les gestes, bien sûr. Très concrètement, vos clients, vous leur dites quoi ? Parce que, excusez-moi, mais dans la relation commerciale, certains disent, je me suis totalement fait avoir, c'est un bonimenteur. Vos techniques peuvent être aussi utilisées par des bonimenteurs ? Alors... Enfin, si je peux me permettre. Mais vous avez raison. Et c'est l'éthique de ça, quoi. On peut s'en servir en bien ou en mal. Il faut comprendre l'analyse comportementale et être formé à ça, ce qui est rarement le cas. Beaucoup de personnes qui s'expriment sur ce sujet ne sont pas spécialistes, ne sont pas synergologues ou analystes comportementales. Parce que si vous avez étudié la synergologie. Je suis synergologue, qui est l'analyse du discours à travers la structure du langage corporel, fondée par Philippe Turchet, à qui je passe le bonjour. Il faut observer le comportement, mais associer ça à du questionnement, toujours. Dans l'analyse d'un discours, c'est la congruence en fait des gestes avec ce dont on parle. S'il y a un changement d'attitude, un changement de comportement par rapport à un discours, c'est là où on peut se dire, je vais creuser, je vais poser une question, je vais essayer d'aller, si je parle à un manager
je lui demande quelle est son attitude en phase de stress, par exemple, vis-à-vis d'une équipe, vis-à-vis d'un conflit avec un client ou dans son équipe. Et que je sens qu'il y a un changement de comportement, un changement de posture. Il parle des deux mains, et il se met à parler d'une main, ou il cache ses mains. À ce moment-là, au moment où vous en parlez. Absolument. Pour vous, c'est un signe, ça. C'est un signe. Je me pose la question. Je vais me dire quel est son état d'esprit. Et là, j'incite à poser des questions. Pour aller creuser le sujet. Ça vous oblige aussi, au-delà des formations que vous avez reçues, Oui. parce que vous êtes coach certifié professionnel, Oui. d'avoir une aptitude au regard, au visuel. Vous observez énormément. Il faut être un œil de lynx pour voir qui pose sa main ou qui ne la pose pas. Il faut observer la gestuelle, et c'est ce que j'expliquais aux personnes que vous avez reçues juste avant, discuter derrière. L'un des éléments qui est intéressant, c'est lorsque vous avez une émotion, un changement de comportement, posez-vous la question, quelle est mon émotion, quelle est ma pensée au moment où je change de comportement. Donc il faut faire un travail sur soi-même. Ça commence aussi par ça. Ouais, on observe énormément de vidéos, on observe des personnes, des politiques. Moi, j'ai accompagné des personnalités publiques sur les prises de parole en public. Donc on observe, mais on se base aussi sur notre propre comportement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évoquait la relation commerciale, dans la relation d'un échange pour vendre un produit à un client, un fournisseur vendant à un de ses clients. Il y a aussi le rapport au recrutement, parce que il y a le cadre qui vous dit, bon, je flippe, il faut que vous me cadriez, je cligne trop des yeux, je bouge trop les mains. Ça, c'est un travail que vous faites aussi dans l'accompagnement du recrutement. En amont, effectivement, mais je n'aime pas changer le comportement. Parce que on peut pas jouer un rôle, et ça se voit. Il est inutile d'être analyste comportementale pour voir quelqu'un qui se donne une posture qui n'est pas naturelle. Mais j'incite quand même à essayer d'être ancré dans le sol. Les prises de parole en public, très important. L'ancrage dans le sol, garder donc l'eye contact, essayer le maximum, essayer de respirer plutôt avec le ventre que respirer avec la gorge, pour éviter de couper la respiration, pour avoir des gestes qui sont plus déliés. Donc travailler ces sujets-là. Et de la projection positive, psychologie positive, en disant vous allez réussir, projetez-vous dans votre intervention, maîtrisez votre discours, l'introduction, la conclusion, ça c'est en prise de parole en public notamment, maîtrisez parfaitement le par cœur. Au milieu, laissez-vous un peu de cadrer, un maximum préparé. Mais juste une question avant de nous quitter. Vous préparez un de vos clients pour un énorme entretien d'embauche, il le veut. Qu'est-ce que vous lui dites dans l'hypothèse où il soit dans l'obligation de mentir? Vous lui dites surtout tu mens pas, ou tu lui dis je te donne des techniques parce qu'il va falloir que tu gommes cette partie de ton CV. Comment on fait là? Ça, c'est un débat que vous avez avec votre client. Tout dépend du mensonge. Non, mais j'entends bien. S'il a tué sa belle-mère, évidemment, c'est pas bien. Mais un petit mensonge. Même si là, il faut apprendre à mentir sur ce coup-ci. Oui. Non mais sérieusement, comment on fait? Parce qu'il vous dit je suis un peu gêné sur cette partie-là de mon CV. Là, il y a des techniques. Préparation du discours, vraiment, savoir c'est le contenu, quoi dire, le contenu, être à l'aise avec le contenu. Être à l'aise avec le contenu, c'est-à-dire ne pas inventer quelque chose qu'on n'a pas envie de dire. Et calquer effectivement. Parce que là, on verrait potentiellement qu'on n'est pas... Bien sûr. Et cadrer quand même le non-verbal, le comportement avec ce discours-là. Je sais ce que je vais dire, je suis à l'aise avec, et je fais attention quand même à mes gestes. Je ne fais pas n'importe quoi, j'essaye de ne pas changer mon comportement, en fait, ce que je vous disais. Je ne vais pas rester comme ça, et d'un coup, je ne sens pas bien, je vais pivoter. Je vais rester, je vais garder le même comportement durant l'entretien, essayer en tout cas d'avoir la même posture, la même stature durant l'entretien. Et vous, entre votre carrière de directeur commercial et cette vie-là que vous occupez pleinement avec passion, ça vous remplit entièrement? Ah oui. Vous avez trouvé votre voie? Ah mais complètement. Pour moi, c'est une passion. C'est un métier d'être face à vous pour parler de ces sujets, d'échanger sur l'analyse comportementale, sur la négociation. C'est un plaisir au quotidien. Plaisir partagé, Cyril. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Cyril Lobjoie, vous êtes coach en évolution de carrière, analyse comportementale. C'est pour la prise de parole aussi en public, mais c'est aussi pour des entretiens d'embauche lors de recrutement un peu sensibles, parce que c'est jamais un moment facile, il faut le reconnaître. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Alice Pitavi à la réalisation. Merci à Alexandre au son. Et merci à Fanny Griesner. J'oublie pas Carla pour l'accueil invité. Je vous retrouve demain, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.